Prendre place, s'il vous plaît. Alors, petite communication de service qui, pour une fois, n'a rien d'anodin. Alors que tout fonctionnait sans difficulté encore il y a une heure, nous sommes avisés désormais par les techniciens qu'ils rencontrent un problème pour la retransmission de notre conseil en direct sur YouTube. Alors en soi, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas une obligation légale. L'obligation légale, c'est que nos débats puissent être publics. C'est le cas puisque le loisir reste offert aux citoyens intéressés de nous rejoindre et de siéger dans le public, ce que certains ont fait ce soir et je les salue. C'est juste inconfortable par rapport à la volonté de retransmission que nous avons adoptée depuis quelques années déjà et j'imagine potentiellement frustrant pour les aficionados de nos échanges qui étaient en train de languir derrière leur écran. Bon, l'article 13, au demeurant de notre ROI, précise bien que dans la mesure des dispositions techniques et logistiques de la salle du conseil, les séances sont retransmises en direct, ce que nous avons pour habitude de faire, mais que manifestement nous ne pourrons pas faire ce soir, en tout cas pas au moment où je m'adresse à vous. Peut-être que cette difficulté technique va être levée en cours de réunion. Et si c'est le cas, ben, certains pourront alors reprendre le fil de la retransmission. C'est la première fois depuis plusieurs années que nous sommes confrontés à ce petit bug technique, mais il faut toujours bien une première fois. Et donc peut-être que ça amènera effectivement nos amis de la presse dans les minutes qui viennent à vite pénétrer au sein de cette assemblée. Voilà. Oui, monsieur Laurent. J'ai juste une question. Donc, on a bien compris par rapport à la retransmission en direct, mais est-ce que l'enregistrement est possible? À mon estime, je l'espère en tout cas. Je confirme que oui. On nous fait un petit signe que oui. L'enregistrement a lieu? Non. Oui, non. Alors, vous me faites un signe clair parce que là, Oui, l'enregistrement a bien lieu, monsieur le bourgmestre. ok. Alors, concertez-vous parce qu'entre celui qui me dit non avec ses signes et puis celui qui me dit oui avec le... L'enregistrement a bien lieu au niveau sonore, mais nous n'arrivons pas à diffuser actuellement YouTube. Ok, mais la question est-ce que vous savez enregistrer le son et l'image, même si ce n'est pas transmis sur YouTube, de manière à pouvoir mettre cette captation vidéo du son et de l'image sur le site web demain? Il y a un enregistrement qui se passe actuellement en Zoom, donc normalement, ce sera possible. Donc, il y a bien une sauvegarde de l'image et du son via Zoom. Voilà, donc nous allons faire, conclusion, les best efforts, puisqu'il semblerait que ce soit bien possible et que tout pourra être disponible demain sur le site web. J'utilise le conditionnel juste pour la petite tonalité d'incertitude que je décèle néanmoins dans la réponse qui m'est procurée. Alors, c'est pas grave, rien n'est en tout cas illégal dans la tenue de notre séance, c'est ma foi encore l'essentiel. Et pour le surplus, certains se réjouiront peut-être que ça arrive lors de ce conseil et pas d'un qui aurait pu traiter peut-être d'autres points à l'ordre du jour qui auraient été potentiellement plus polémiques. Et je ne pense à aucun, évidemment. Alors, nous allons pouvoir ouvrir à proprement parler la séance de notre zone de police. Je dois en tout cas excuser l'absence ce soir de Madame Cassot, qui a tenu à nous faire savoir qu'elle serait absente. Y a-t-il d'autres absents? Pas les retards, hein, les absents. Oui, Luc Genard, excusez-moi. Tout à fait. Monsieur Genard est souffrant, donc il ne sera pas là ce soir. Monsieur Naon ne sera pas là non plus. Monsieur Naon sera absent également. Et Madame Dielis. Et Madame Dielis sera là, absente aussi. Très bien. Merci. Point 1 de notre ordre du jour, de notre zone de police, le PV de la séance antérieure. Y a-t-il des remarques ou commentaires? Non, il est donc réputé conforme à nos échanges et approuvé. Merci. Point 2. On recrute à la police, vous le savez, c'est à nouveau le cas ici, avec toute une série d'emplois pour police secours, pour notre groupe d'intervention spéciale, pour notre
service d'enquête et de recherche pour la brigade canine ou encore pour la circulation. Pas de problème? Unanimité favorable, je vous remercie. Vous êtes au point 3 informé de l'arrêté du gouverneur qui valide notre MB ordinaire et extraordinaire numéro 1 de l'exercice 2023. Et puis nous arrivons donc au point inscrit à la demande du Conseil. Il n'y en a guère, ce qui m'amène à vous questionner pour savoir si, en vertu de l'article 94 de notre ROI, vous souhaitez adresser une question orale d'actualité. Oui, Monsieur Guilly, je vous en prie. Vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le bourgmestre. Nous avons appris dans la presse qu'il y avait un projet d'établir une liaison cyclo-piétonne entre le Grognon et le pont de l'Évêché. Et dans cet article, on disait que c'était fait en concertation avec vous-même et les services communaux. Comme on a souvent été surpris de certaines concertations, je veux dire, avec avec le maître, du moins la Wallonie. Je voulais voir si c'était bien le cas cette fois-ci. Merci. Alors, je vous répondrai que lors des échanges que j'ai eus avec le ministre Henry fin de l'année 2023, de manière un petit peu plus intensive qu'à l'accoutumée en raison du dossier d'Herpan, nous avons eu l'occasion de faire un petit tour d'horizon des différents projets qui concernaient Namur et qui sont du ressort du SPW, et qu'il a bien été évoqué la volonté du SPW de réaliser cette liaison cyclopiétonne sécurisée depuis le Grognon jusqu'au monument provincial aux morts, hein, pour faire simple. Nous n'avons pas encore vu de plan, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être les services, mais je ne pense pas, je suppose qu'on en aurait été avisé. Mais sur le principe, en tout cas, de réaliser cette jonction, nous avons effectivement souscrit en expliquant que ce serait, nonobstant la perte de l'un ou l'autre emplacement de parking, et c'est pour ça que je ne sais pas en chiffrer l'ampleur, n'ayant pas vu la configuration planologique du projet, que c'était certainement apprécié et appréciable, parce que c'est vrai que c'est forstreux, comme on dit, même à pied, et on sait qu'il y en a beaucoup qui empruntent aussi ce tronçon comme piéton, et a fortiori comme cycliste, et donc je pense que ce sera un maillage qui sera utile, mais je n'ai pas d'éléments aujourd'hui susceptibles de pouvoir vous donner des précisions sur la configuration future envisagée par les architectes ou ingénieurs du SPW. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions d'actualité pour la zone de police? Non. Je me permets alors, Madame la Présidente Auger, de vous céder désormais la présidence du Conseil communal, clôturant la séance publique de notre Conseil zonal de police. Merci beaucoup, Monsieur le bourgmestre. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver après 2 mois d'absence dû à l'attaque de méchants virus, mais je crois que je ne suis pas la seule à en avoir fait les frais. Voilà, vous avez, au niveau des informations, vous n'avez pas de bulletin de vote sur votre bureau parce qu'il n'y aura pas de vote au scrutin secret pour la séance publique. Il y a un point qui est retiré à la demande de Madame Grandchamp, c'est le point 49.2, et vous avez reçu par mail une délibération modifiée concernant le point 34. Abordons maintenant le vif du sujet avec, au point 1, l'approbation qui vous est proposée pour le procès-verbal de la séance du 23 janvier dernier. Pas de problème? Merci. S'il n'y a pas de remarques, c'est donc l'unanimité. Le point 2, c'est une prise de connaissance d'un arrêt du Conseil d'État suite à une action en justice. Le point 3, j'en arrive dans la gestion des traitements au secteur non marchand public avec un accord cadre tripartite wallon 2018-2020 qui est prolongé. Pas de remarques, merci pour votre oui. Nous arrivons maintenant dans le département de gestion financière avec toute une série de comptes et de contrôle de l'utilisation des subventions pour l'année 2021. Pour le point 4, Madame Barzin s'est déjà retirée. Le point 4 concerne l'ASBL Centre d'art vocal et de musique ancienne, donc le compte 2022 et le contrôle de l'utilisation des subventions. Pas de remarques concernant le contrôle de l'utilisation des subventions? Merci. Pour le point 5, mais je vois que Madame Absil s'en va également. Cela concerne toujours la même chose, compte 22 et contrôle de l'utilisation des subventions, mais pour GLN, Gestion Logement Namur. Pas de problème.
Merci. Nous arrivons au point 6 où il est cette fois question des Grignoux et je me tourne vers Madame Quinet parce que je sais qu'elle me l'a dit qu'elle allait intervenir. Je vous en prie, Madame Quinet. Merci, Madame la Présidente. Donc, ça vous aurait surpris alors que je ne sois pas là ou que je ne dise rien. Euh, voilà. Alors, bien sûr, je ne nie pas l'importance, on va commencer par ce dont on termine d'habitude, l'importance d'avoir un cinéma en centre-ville. On en avait un autre, on ne va pas refaire la saga. Je ne nie pas non plus le rapport culturel ni le rapport social. Mais toutes ces vertus ne peuvent m'empêcher de prendre connaissance du compte de la SBL des Grignoux, comme le stipule d'ailleurs la délibération qui nous est soumise ce soir. Par cohérence, dit d'ailleurs aussi le rapport du DGF, les chiffres 22 sont comparés aux chiffres 19, année d'avant Covid, puisque 20 et 21 ont connu beaucoup de jours de fermeture et de restrictions. Alors, pour reprendre les termes de la direction financière des Grignoux, donc c'est entre guillemets, au vu de cette situation problématique, il est évident que des leviers doivent être actionnés. C'est bien la première fois que je les lis imaginer des mesures d'économie. Il faut dire que l'association clôture l'exercice 22 avec un résultat négatif de moins 572 000 euros, malgré des subsides qui atteignent maintenant 5 041 000 euros. Subsides qui représentent maintenant 48% de leur rentrée, contre 39 en 19. Et ce, malgré une baisse de subsides de la ville de Liège de 50 000 euros et de Bruxelles-Capitale de 133 000 euros. Eh bien oui, les temps sont relativement durs. Donc, subsides en augmentation d'1 107 000 euros par rapport à 2019. Leur chiffre d'affaires étant de 5 317 000 euros, à peine supérieur aux subsides. J'ai arrondi, je n'ai pas cité les chiffres qui suivaient les 1000. Alors, à quoi attribue-t-il ce mauvais résultat? De nouveau, entre guillemets, encore à l'impact du Covid, diminution de la fréquentation, leur public prend du temps à revenir avec une concentration des entrées cinématographiques autour de valeurs sûres, entre guillemets, dans leur texte. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent des valeurs sûres. C'est peut-être des films plus importants, sans doute pas de l'art et essai. En augmentation et augmentation de la part de nourriture dans les espaces brasseries. Les investissements qui augmentent, les fonds propres qui chutent et les dettes qui explosent. Alors, moi, j'ai remarqué en plus qu'étonnamment, en 22, ils n'ont pas été impactés par la crise énergétique. Au gaz, électricité, moins 20 000 euros. Ouf, je dirais, bien qu'on puisse lire dans le passif une dette de 100 000 euros auprès d'un fournisseur d'énergie, payé, j'imagine maintenant, donc à suivre dans le compte 23. Et quels leviers vont-ils actionner? Donc ça aussi, il l'explique. Du côté de l'ORECA, un ratio plus important, 3,2, est demandé. Le ratio vente-achat est de 3 en 22 comme en 19. Donc, il faut augmenter un petit peu les prix du côté ORECA. Les recettes publicitaires devraient retrouver un niveau d'avant Covid. Ça, c'est peut-être pas gagné vu la nouvelle mouture du journal. J'y viens après. Donc, ils vont augmenter aussi tout ce qui est vendu ou refacturé, en espérant que les ventes ne soient pas moindres puisque le prix sera plus cher. Au niveau des dépenses, il prévoit une diminution des frais d'impression du journal, de son envoi, de sa distribution. Effectivement, ce poste représente minimum 122 000 euros dans le compte 22. J'y ajouterais peut-être aller voir aussi du côté de l'achat d'espaces publicitaires, 115 000 euros, des affiches et folders, 42 000 euros, des frais de promotion, 17 000, des frais postaux hors journaux, 10 000 euros. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un peu moyen d'économiser aussi sur ces dépenses. Une économie de 10 euros est aussi envisagée au sein du secteur maintenance et entretien.
Ils espèrent, grâce à ces leviers qu'ils proposent, récupérer 350 000 euros, mais présentent hélas déjà leur budget 23 en perte de 332 645 euros. Alors, le compte 22, mais rien que de Namur maintenant. En déficit de 51 000 euros, soyons positifs, c'est mieux qu'en 2019 qui était en négatif de 80 000. Une année pourtant exceptionnelle en termes d'entrée. Donc, il y a moins 18% de recettes cinéma, mais 2% en plus d'Horeca. Donc, l'Horeca génère plus de revenus que le cinéma en 22, mais génère aussi des frais puisqu'il y a des achats de marchandises. Pour le reste, c'est un détail. Seul le poste assurance m'interpelle un peu en chute de 66%. Bah, je suppose que vous ne saurez pas m'en donner l'explication, mais le principal, c'est qu'il soit toujours bien assuré. J'en viens maintenant à la note du service des finances de la ville. Le subside de la ville de Namur est de 80 000. Donc, pourquoi donc en 82, il n'y a pas la deuxième partie du subside, celle qui est variable et consiste dans la rétrocession des taxes des billets d'entrée? Je vous ai posé la question en commission, monsieur le bourgmestre, et je peux comprendre, vous n'avez pu me répondre, et à ce jour, vous ne m'avez pas envoyé de réponse. D'ailleurs, c'est une parenthèse, ce serait bien que quand des dossiers comptes passent au conseil, l'un ou l'autre membre des services soit là pour pouvoir nous répondre en direct. Mais après réflexion, je pense avoir compris, donc en 21, pour cause de Covid et de soutien, les taxes communales ont été supprimées. Et si les taxes sont exonérées, ben évidemment, pas de remboursement de celles-ci, c'est logique. Or, ils indiquent avoir reçu 83 240 euros. Et là, malgré tout, on en vient à un problème récurrent. Déjà que c'est pas facile de s'y retrouver, d'autant que ce compte 22 passe seulement en 24. Mais ça, c'est pas vraiment de leur faute parce que les comptes de la SBL ont été déposés à la Banque nationale en juillet 23. Donc, il y a quand même 7 mois. C'est un peu dommage que ça arrive si tard en conseil. Donc, le problème récurrent, pour au moins la 3e fois, les services demandent qu'ils revoient la comptabilisation des subsides. Ils doivent être effectivement comptabilisés en produits au moment où ceux-ci sont certains, c'est-à-dire lors de leur notification officielle par le pouvoir subsidiant. Pour être plus clair, un montant de 83 000 euros a été erronément comptabilisé dans le compte 22, alors qu'il n'a été payé par la ville qu'en 23. Et c'est vrai que dans la délibée, demande à l'association de prendre connaissance du rapport DGF et de tenir compte des remarques formulées. Ben, moi, je veux bien, mais à un moment donné, quand demander gentiment ne fonctionne pas, et il faut hausser le ton, voire menacer de plus verser de subside tant qu'ils ne font pas ce que vous leur demandez. Ce sera vite réglé, à mon avis. Par ailleurs, dans leur compte, s'ils indiquent dans leur compte qu'ils ont reçu 83 000 euros de subside de Namur, alors qu'ils n'ont rien reçu en 22, doit-on comprendre que leur déficit réel pour 22 s'alourdit de cette même somme de 83 240 euros donc. Le déficit réel de l'exercice serait donc pour Namur de 134 000 au lieu de 51 000. Et la même chose pour la totalité de la SBL, puisqu'ils n'ont pas touché cet argent-là dans la réalité. De plus, ce n'est même pas 83 000 qu'ils auront, mais 74 000. J'imagine que c'est suite à une diminution de tickets vendus, peut-être. Vous allez peut-être nous dire. Bon, le principal, c'est qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils doivent faire des économies. L'avenir ne sera pas nécessairement serein. Leur principale source de subsides est la communauté française, dont le déficit frise le milliard d'euros. Elle ne pourra continuer longtemps ses largesses. Il va y avoir l'emprunt obligataire pour eux à rembourser, près de 647 000 euros pour la fin 2025. Et
les travaux pour le piétonnier qui risquent de les impacter autant que les autres commerces ou Horeca de la Corbeille. Il est d'ailleurs évoqué dans leur rapport qu'il est possible que les travaux du tram à Liège aient impacté leur entrée dans cette ville. Ben voilà ma petite analyse. Merci, monsieur le bourgmestre, pour vos réponses. Voilà, merci. Merci, Madame Kiné. Monsieur le bourgmestre va donc prendre la parole. Et puis, je crois que, non, On verra. peut-être Monsieur Fallis aussi. On verra. Merci, Madame la Présidente. Madame Quinet, je me permettrai de répondre sur les seules considérations qui concernent le conseil communal. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur le format de leur brochure, le côté sympa ou pas, sur leurs assurances, sur leurs frais de ceci, leurs frais de cela. Ça, je vous laisse libre des propos analytiques que vous avez livrés, mais le conseil communal n'a pas à s'immiscer dans les choix qui sont posés par une ASBL quant à toutes ces considérations. Nous agissons uniquement avec le département de gestion financière pour nous assurer que le subside que nous octroyons sert bien à couvrir tout ou partie des missions essentielles que nous souhaitons soutenir en matière culturelle et pas pour être caricatural, un subside versé pour faire des voyages d'études aux Bahamas. Et en l'occurrence, le rapport des finances est limpide, il n'y a pas de difficulté, et je ne voudrais pas que votre intervention le laisse penser, quant à l'usage du subside. Là-dessus, pas de problème ni de doute. Deux, il y a effectivement une divergence d'appréciation entre l'ASBL et les finances quant à la manière d'inscrire dans la comptabilité la rétrocession de la taxe. Eux l'inscrivent l'année X parce qu'ils considèrent que c'est cette année-là qu'ils décaissent l'équivalent de ce qu'ils payent à la ville. Or, nous, les finances, estimons qu'ils devraient l'inscrire l'année X plus 1, puisque c'est cette année-là que le montant est reversé par la commune. C'est juste une manière différente d'interpréter et de retranscrire dans le bilan. Et du reste, ce que souhaite le DGF n'a d'autre statut qu'une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Donc, c'est encore leur loisir d'expliquer pour quel motif ils ne suivent pas la recommandation du DGF. Ça ne saurait en tout cas pas constituer un motif pour leur couper les vivres ou leur passer la guillotine à l'égard du subside. Donc, il me paraissait important de le repréciser. Autre élément, vous aviez souligné, et à raison, qu'il y avait une interrogation du fait qu'il n'y avait pas en 2022 d'indication du montant rétrocédé par la ville. Et pour cause, puisqu'en réalité, et j'aurais dû avoir la pièce à mettre au trou au moment de la commission, mais je n'y ai pas pensé, en 2021, année Covid, nous avions exonéré du paiement des taxes au titre de mesures de soutien, et donc il n'y a pas eu de rétrocession de facto opérée pour 2022, d'où l'absence pour cette année-là d'indication de ce que l'on retrouvait dans les autres exercices habituellement, qui était cette rétrocession de la taxe. Voilà, si j'avais omis quelque chose, monsieur le directeur de finance, directeur adjoint, directeur général adjoint me dit que je n'ai rien omis et donc je ne suis pas obligé ni de le confondre avec un de ses collègues, ni de lui céder la parole. Madame Kiné. Juste une question, je pense, pourquoi ils auront moins que ce qu'ils croyaient avoir, les 74 000 au lieu des 83 000? Oui, effectivement, j'ai évoqué ça et on a vérifié avec le département des finances et avec le directeur général adjoint. Et en fait, c'est erronément que l'année dernière, il leur a été retiré 10% du montant de rétrocession de taxes. En fait, ça s'est opéré de bonne foi par le DGF sur base d'un courrier que j'avais moi-même pu signer il y a 11 ans et qui évoquait qu'il était possible, voire probable, je ne sais plus le terme exact, qu'il y ait 90% plutôt que 100% de rétrocession, parce que ça faisait partie au moment où on avait un dialogue, y compris avec Assinapolis et l'Eldorado, d'une mesure qu'on aurait pu prendre, mais qui n'a jamais été prise. On est toujours resté sur du 100% de rétrocession, et donc il n'y avait pas lieu que le DGF, excipiant ce courrier il y a plus de 10 ans, tout d'un coup décide de le mettre en œuvre alors qu'il ne repose pas sur la moindre délibération du collège communal. Et donc, nous allons corriger cela
en veillant à rajouter en MB1 la petite part qui leur a été spoliée l'an dernier. Madame Kiné? Oui, d'accord, donc j'ai ça aussi. Oui, oui, mais je n'ai pas. Je suis d'accord qu'on a bien dépensé l'argent pour ne pas aller aux Bahamas. Mais bon, il est mis aussi prise de connaissance. Donc, au moins, j'ai pris connaissance. Voilà. Euh, Par contre, au niveau d'une interprétation différente, dans le rapport du DGF, ils évoquent quand même la commission des normes comptables pour défendre leur point de vue. De même, tout indépendant va pas déclarer une somme touchée qu'il n'a pas touchée l'année précédente. C'est vraiment au moment où tu la reçois. Idem pour les dépenses, parce que sinon, on s'y retrouve plus, quoi. Donc, est-ce que finalement, si cette somme n'avait pas été mise là, ils auraient un déficit encore plus important? Oui, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ah ben voilà, Leur, on est leur d'accord. déficit aurait été accru à due concurrence. De 83 000. Mais voilà, il ne faut pas deux poids, deux mesures entre une ASBL et un indépendant. Évidemment, le but d'un indépendant et de l'ASBL n'est pas vraiment le même. L'indépendant va peut-être masquer des recettes, hein, peut-être, je vois déjà votre sourire, hein, et gonfler les frais. Donc ici, c'est tout à fait le contraire, mais voilà, il faut respecter les dates à laquelle on reçoit ou on dépense. Je pense qu'on est beaucoup plus contrôlé que ce genre d'ASBL. Je ne dis pas qu'il fraude, mais c'est pas légal de mettre quelque chose à une date qui ne correspond pas. Enfin voilà, je vous remercie pour votre écoute bienveillante, monsieur le bourgmestre, et on va continuer donc. Plaisir partagé, Madame Kiné. Sur ce, Madame Kiné, quel est votre vote sur ce point? Ah, pardon, Monsieur Martin, je vous laisse exprimer. Je vous en prie, Monsieur Martin, alors je vous demanderai les votes après. Oui, je voulais juste rappeler en effet que j'avais posé cette question-là lors de l'exercice budget, enfin, lors du point sur le budget 2024 et que Monsieur le bourgmestre nous avait rassuré en effet en disant qu'il n'y a pas de diminution, mais elle est réellement effective. Donc, je pense qu'il serait content de l'apprendre parce que est en contact et en ayant le détail des calculs, euh, en effet, ces quelques milliers d'euros sont importants au vu des frais qu'ils ont exposés sur le fond. Naturellement, on soutient entièrement le projet et l'acteur culturel qu'il représente. Je pense en effet que le soutien de la ville est assez important dans un cinéma qui, au-delà de l'approche culturelle qu'il peut proposer, apporte aussi une attractivité non négligeable en centre-ville et on sait, on en parlera tout à l'heure, que c'est vraiment naturellement très important. Sur l'aspect comptable, c'est en tout cas, lorsque j'ai pu avoir des contacts avec eux, ce qu'ils évoquaient lorsqu'ils ils ont finalement la partie du subside qui est calculée l'année d'avant, mais donc qu'ils reçoivent en N+1. La question est de savoir, en effet, donc s'il y a des écritures budgétaires qui ne sont pas finalement conformes à ce qu'eux ont dans leur comptabilité, c'est ce qui explique le delta entre ce que la ville souhaiterait ou ce qui est fait remarquer et ce qu'ils ont dans le plan comptable. Donc, il n'y a pas aucune volonté, mais ça, on l'a bien vu pour eux d'éluder quoi que ce soit, mais ils l'ont enregistré au moment où ils reçoivent la subvention en tant que telle. Ouais. Merci pour les éléments d'information et le soutien. Merci, Monsieur Martin. Je reviens vers vous, Madame Kiné. Quel est votre vote sur ce point? Attendez, je constate que maintenant ils ont un avocat au sein de notre assemblée, c'est terrible. Mais j'en ai pris connaissance, c'est oui, c'est oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si vous me permettez, Madame, Madame pour l'attestation. la Présidente, donc je ne suis pas avocat, je reviens sur un point que j'avais évoqué au budget 2024. Et donc c'est à ce point-là que je développais mon argument. Donc je ne suis pas un avocat du cinéma. Je trouve juste qu'il y avait une réponse qui a été apportée au questionnement et une correction qui a été faite. Et je donne le point de vue de mon groupe par rapport au soutien culturel que la ville donne. Pas de problème, Monsieur Martin. Donc, Madame Kiné, Oui, oui, c'était de l'humour. pas de problème quand même pour le point? Pour les autres groupes non plus? Je vous remercie. Nous passons au point 7 et cette fois-ci, ça concerne la Maison de la laïcité François Beauvais-Saint-Namur. Pas de remarques, pas d'intervention. Merci pour l'accord. Et puis nous arrivons au point suivant qui concerne là la SONEFA. Pas de remarques?
Nous pouvons approuver. Merci pour la SBL. J'en arrive aux fabriques d'églises avec le point 9, les comptes pour l'exercice 2023 avec une prorogation du délai de tutelle. Pas de problème? Abstention, Abstention du PTB. comme vous en avez l'habitude, et pour le point suivant aussi, je suppose, puisque là, c'est la prorogation du délai de tutelle, mais pour l'exercice 2024, les modifications budgétaires. Pour les autres groupes, pas de problème. Merci. Et le point 11, fabrique d'église de Flawin pour le budget 2024 que l'on réforme. Toujours abstention PTB et pas de problème pour les autres groupes. Merci beaucoup. J'en arrive dans le cadre du contrôle des recettes ordinaires au point 12, le règlement redevance pour la location d'une consigne sociale, un règlement que l'on abroge. Pas de remarques. Merci pour votre oui. Nous passons au bâtiment avec le point 13, le Centre namurois des sports pour la rénovation et la mise en conformité pour l'électricité. On relance le marché. Pas de questions, pas de remarques. Madame la Merci pour Présidente. l'accord. Ah, pardon. Monsieur Bruyère. Il n'y a vraiment pas du tout d'opposition. C'était pas par rapport à ce point, c'était seulement une question à titre informatif s'il y avait déjà une idée de la durée maintenant du chantier et est-ce qu'il y a une date butoir maintenant ou pas? Monsieur Osper, est-ce qu'il y a une date butoir pour le chantier? Madame la Présidente, non, il n'y a pas de date butoir parce que, Monsieur Brière, ici, on relance un cahier de charge pour lequel on n'a pas eu d'offre. Donc, je ne saurais pas vous répondre quand vous posez la question de savoir s'il y a une date butoir, parce qu'avant ça, il faudrait d'abord que nous ayons des offres, que nous analysions les offres, que nous attribuions, que nous mettions d'accord avec l'entreprise pour un délai de début des travaux, et puis après, dans le cahier des charges, vous avez le délai qui est prévu pour les travaux. Donc, je suis incapable, à l'état actuel des choses, de vous répondre, vu que nous n'avons pas encore d'entreprise désignée. Voilà, Monsieur Bruyère, vous avez eu la réponse à votre question, donc c'est oui pour le point. Pour tout le monde, merci beaucoup. Au point 14, je suis à jambes pour l'église Saint-Symphorien, la fin de la mise en vente simple et la proposition de valorisation future. Pas de remarques? Toujours l'unanimité? Monsieur Bruyère? Bon, c'est un vote contre de la part du PTB. Très bien. Opposition du PTB, mais pour les autres groupes, pas de problème. Je passe dans le département cadre de vie avec le point 15. Cela concerne le contrat de rivière Sambre et affluent avec l'augmentation qui est demandée de la quote-part annuelle de la ville. Et il y a donc un avenant à la convention. Pas de problème? Merci. En ce qui concerne la propreté publique au point 16, cela concerne des caméras de surveillance fixe temporaires en lieu ouvert sur le territoire de la ville et il y a un décalage du lancement et je vois avis positif et une prolongation. Pas de remarques, Monsieur Bruyère? Une abstention du PTB à ce niveau-là, comme le débat revient par rapport au conseil d'octobre, je pense. Donc, c'est le même vote, une abstention. Abstention du PTB et pour les autres groupes politiques, c'est l'accord, merci beaucoup. J'en arrive au domaine voirie. Nous ferons avec l'absence de Monsieur Genard, mais bon, peut-être s'il y a une question, nous verrons si quelqu'un dans le collège peut répondre. Le point 17, nous sommes à Dossou, rue d'Elgrette, avec un acte de constat. Pas de remarques? Merci à vous. Le point 18 concerne diverses localités, diverses rues, avec, il est question de l'entretien par enduisage, c'est un projet bis. Pas de remarques non plus. Et le point suivant, c'est quasiment la même chose. Entretien par enduisage dans diverses localités, diverses rues, c'est également un projet bis. Merci pour l'accord. J'en arrive au domaine public et sécurité, où il y a un certain nombre de points. Et une série de points concerne la création d'un emplacement pour personnes handicapées. Au point 20, nous sommes dans la rue des Batteries. Pas de remarques? Merci. Au point 21, nous sommes à la rue Saint-Martin. Toujours oui, merci. Au point 22, nous sommes à Belgrade, rue Auguste Lebrun, 37. Toujours l'unanimité. Nous restons à Belgrade au point 23, mais nous sommes avenue Joseph Abra.
Donc, pas de problème pour la création de ces emplacements pour personnes handicapées. J'en arrive au point 24. Là, ça concerne une rue cyclable, rue du Péribonnier à Ouépion. Madame Grandchamp. Merci, Madame la Présidente. Donc, on peut se réjouir que ce 24 et 25 est parfait. Donc, c'est une rue cyclable, il y a des marquages, etc. Et l'aplat principal est bien grand. Donc, l'aplat principal, c'est ce qui indique quand on entre dans la rue cyclable. Donc là, il a des dimensions de 1,80 m à 1,20 m. Et donc, je dirais que malheureusement, dans d'autres rues, ça n'a pas été le cas. Et il y a des raisons qui ont été données, c'est des problèmes de sécurité, notamment pour les motards. Donc, je me demande juste pour les suivants s'il n'y a pas une possibilité de réfléchir à trouver le compromis, assurer la sécurité des motards, mais en même temps faire que ce soit plus visible, peut-être en reculant pour ne pas qu'ils soient dans un tournant ou en mettant quelque chose de plus granuleux. Mais voilà, en tout cas, je tiens à saluer ces deux points-ci. Mais si on peut améliorer pour les suivants, ce serait magnifique. Merci beaucoup. Grandchamp, votre remarque sera actée. Donc, pas de problème pour le point 24. Et comme Madame Grandchamp l'a dit au point 25, c'est toujours une rue cyclable, mais cette fois-ci à Saint-Servais, rue Le Mercier. Pas de remarque et unanimité. Merci à vous. J'en arrive au point suivant avec une interdiction de circulation à Belgrade, sentier de l'Octroi, c'est le point 26. Toujours oui, merci. Au point 27, nous sommes... Oui, Monsieur Bruyère. L'abstention du PTB, Madame la Présidente. Au point 26. Une abstention du PTB au point 26, s'il vous plaît. Donc, je passe maintenant au point 27, avenue Sergent Vritov, la modification d'une zone de dépose minute. Pas de remarque, merci. Point 28, je suis avenue de Marlagne, pardon, avec la modification d'une zone de livraison. C'est toujours oui. Point 29, cela concerne la circulation dans le piétonnier rue du Beffroi avec un règlement complémentaire. Eh bien, je vois que nous continuons sur cette belle unanimité. Au point 30, une interdiction de stationnement rue Saint-Martin. Toujours oui, merci. 31, Jean Pruvanopré, une zone de dépose minute. C'est accepté par tout le monde. Au point 32, Saint-Servais, le sentier reliant la chaussée de Waterloo à l'allée des Rhododendrons, une interdiction de circuler, excepté cyclistes. Eh bien voilà, qui termine avec une belle unanimité tous ces points liés au domaine public-sécurité. Et je passe à la cohésion sociale. Vous aviez déjà eu un point lié à la consigne sociale et ici, c'est le règlement qu'il vous est demandé d'abroger au point 33. Et c'est toujours sans commentaire de votre part et l'unanimité. Pour le point 34, les crédits Action sociale 2024, la première répartition, vous avez reçu une délibération modifiée. Ça ne change rien au contenu, donc merci également pour l'accord. Dans le domaine de la jeunesse, le point 35, des subsides Action jeunesse, une convention avec une ASBL. Eh bien, tout roule vraiment très vite ce soir, pas de problème. J'en arrive au domaine culturel. Le point 36, le pôle muséal, les bateliers, l'exposition de sculptures des XVIIe et XVIIIe siècles qui est programmée. Et donc, il y a une organisation et surtout des conventions qui vous est demandé d'approuver. Toujours oui, merci beaucoup. Les points 37 et 38 concernent des dons. Le point 37, 19 tableaux du peintre namurois René Joachim. On ne voit pas pourquoi on ne les accepterait pas. Et le point 38, c'est le don d'une estampe de la moitié du 19e siècle d'une marchande de légumes. Donc, les collections vont s'enrichir. Merci à vous. J'en arrive au point 39. Un permis d'urbanisme, une prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et un accord sur les applications voirie à Bouges, rue Saint-Luc et rue de la Potresse pour la réhabilitation du site de l'ancienne sablière. Et Monsieur Lemoine a demandé à s'exprimer, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, j'ai rencontré le président du comité des riverains de Bouges
Et il me dit qu'ils sont assez inquiets par ce projet. Ils en ont déjà fait mention au collège communal, mais ils ont peur effectivement d'une croissance de la circulation sur la rue de Saint-Luc et d'une augmentation de la circulation également sur la rue de la Potresse. Voilà, je peux les entendre, puisqu'on sait qu'il y a un supermarché déjà en place, que c'est une route qui fait l'objet parfois de transit entre différents villages et vers la bretelle d'autoroute qui se situe de l'autre côté vers les trois ronds-points. Donc, je les entends sur leurs préoccupations. Je pense que leurs demandes ne sont pas totalement exagérées. C'est-à-dire que faire l'entrée et la sortie de ce complexe sur la rue de Saint-Luc va de facto accroître la circulation à cet endroit et qu'ils demanderaient que l'entrée se fasse par la rue de Saint-Luc et que l'on impose aux promoteurs de faire la sortie vers la rue de la Potresse. Je sais que vous avez déjà eu connaissance de cette demande, que M. Genard, qui n'est pas là, mais je peux lui reposer la question par la suite si aucun membre du collège n'est habilité à répondre sur ces questions. Mais ce sont des préoccupations qui sont grandissantes, que je trouve légitimes, qu'il faudrait entendre. Et je ne plaiderai jamais assez, je le ferai pour le point que j'ai déposé, pour la concertation, surtout quand les demandes ne sont pas déconnectées, je pense, des réalités de terrain. Puisque ce sont des changements majeurs qui vont impacter un quartier proche du centre-ville, qui était plus ou moins calme, qui le sera beaucoup moins, qui l'est déjà beaucoup moins, et qu'il est important à ce niveau de concerter les citoyens concernés. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Lemoine. Monsieur Jonard est en effet absent et c'est lui qui s'occupe des voiries. Je ne sais pas si Madame Skyquin... Je peux dire un petit mot et ensuite passer la main à Madame Skelkin. C'est effectivement un dossier que j'ai suivi avec ma casquette d'aménagement, d'échelle d'aménagement du territoire, mais on a travaillé conjointement avec ma collègue Skelkin en charge de la mobilité parce qu'effectivement, c'est un endroit où spécifiquement des difficultés sont rencontrées aujourd'hui. Mais je dois préciser qu'en fait, on a été à l'écoute. Du comité de riverains depuis le début. Il y a même des relations privilégiées qui ont été nouées. Et pas plus tard qu'il y a un mois, il me semble, peut-être un mois, une semaine, on les a rencontrés dans le cadre d'une réunion de concertation. Et je voudrais juste préciser que si le point revient aujourd'hui, il a déjà été présenté il y a un an au conseil communal et que la quasi-majorité des groupes s'était prononcée en faveur de ce projet d'aménagement du territoire. Merci, Madame Mouget. Un complément d'information, Madame Skyquin? Pour appuyer ce que dit ma collègue, Madame Mouget, c'est effectivement un projet qui est porté par son échevina en titre d'aménagement du territoire et en matière de mobilité. Donc, le dossier est venu une première fois sur la table du conseil communal puisqu'on modifie la voirie communale. C'est donc sur ce point que l'on se prononce aujourd'hui, comme il y a quelques mois. Et donc, lors d'un précédent dossier suite à l'enquête publique avec 25 réclamations, il y a donc eu cette réunion de concertation où effectivement, c'est beaucoup d'éléments liés à la mobilité qui ont été évoqués. Donc, on a pu assurer ou rassurer en tout cas les riverains, notamment avec des compléments d'études de mobilité. Alors, entre la rue Saint-Luc, la chaussée de Louvain et la rue de la Potresse, c'est aussi une question de hiérarchie au niveau des voiries. C'est donc pour cela qu'effectivement, le plus gros du trafic vient sur la rue Saint-Luc et puis sur la chaussée de Louvain et non pas sur la rue de la Potresse, qui a un autre degré au niveau des voiries, de la hiérarchie des voiries. Donc, en tout cas, les études de mobilité, les compléments qui ont été demandés par nos services et également par le SPOE ont permis de pouvoir rassurer au niveau de ces éléments liés à la circulation. Et vous savez aussi qu'il y a le dossier du Deleuze, donc de la démolition-reconstruction, qui a aussi été staté, mis sur pause suite à l'enquête publique. Les mêmes réclamations, notamment du comité de quartier. On a pu l'évoquer en marge de cette réunion de concertation. Et donc là, notamment, les entrées-sorties seront différentes par rapport au premier dossier qui avait été soumis à l'enquête publique. L'enquête va recommencer dans les prochains jours. Et donc, dossier par dossier, il y a cette étude globale de mobilité sur Bouge. Et c'est en fonction aussi des études et des avis de nos experts, tant ville que du SPOE, que les entrées-sorties sont donc décidées en fonction des projets. Monsieur Lemoine? Oui, en effet, on s'est prononcé en faveur de ce projet il y a quelques mois. Et je pense que c'est la position du comité de riverains aussi. Ce qui m'est répété, c'est qu'ils ne sont absolument pas contre le projet d'avoir, je pense que c'est 221 logements, je ne sais plus, 221. À cet endroit-là, ils n'y sont pas du tout opposés. Leur seule crainte, réellement, vous me dites que vous les avez rassurés sur le sujet. Ben, je pense que ce n'est pas le cas. Quand le président du comité de riverains que je rencontre hier me dit qu'il reste très inquiet et qu'il a la sensation d'avoir été entendu mais pas écouté sur ce dossier-là et sur la mobilité qui s'ensuit, eh bien, je ne fais que rapporter ces préoccupations.
Vous me dites que vous les avez prises en considération. Je n'en suis pas certain. C'est le cas dans d'autres dossiers. Voilà, je pense qu'il faudrait peut-être accentuer les rencontres avec ces riverains de nouveau et mettre en application leurs demandes et pas simplement les écouter et en faire fi. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Madame Quinet, puis à Monsieur Bruyère, et puis le collège pourra à nouveau se positionner. Je vous en prie, Madame Quinet. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, c'est 210 habitations en fait. De fait, je crois qu'ils ne sont pas rassurés du tout et qu'il faudrait quand même essayer de les rassurer en leur disant que la rue de la Potresse serait aménagée parce que là, c'est un niet qu'on leur répond. Or, cette rue devient dangereuse, n'est pas éclairée. Il y a énormément de passages, donc on peut les comprendre et ça concerne aussi les nouveaux habitants qui vont habiter dans ces nouvelles habitations. Donc, effectivement, ils ne sont pas rassurés. Je peux confirmer les propos de Julien. Voilà. Monsieur Bruyère. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par d'autres collègues de l'opposition. On est effectivement nous-mêmes, on a été en contact puisque avec le comité de quartier, de riverains, pardon, notamment pour nos interventions d'il y a pile un an, hein, du conseil du 14 février. Les inquiétudes ont l'air d'être toujours les mêmes, en tout cas en termes de mobilité. Donc voilà, on les réitère effectivement, en tout cas, un vote contre, notamment pour cette raison-là, mais pour une autre raison aussi, c'est que une nouvelle fois, on voit une capitulation complète de la part de la majorité sur le fait d'avoir une certaine ambition d'avoir du logement public. Donc ici, de mémoire, il n'y a pas un seul logement ici qui soit proposé en logement public et certainement pas un logement à loyer modéré. Et donc voilà, ça nous pose évidemment un problème parce que ça fait partie d'une politique intégrée et cohérente d'avoir des logements à loyer le plus bas possible pour pouvoir un peu encadrer les prix des loyers qui s'envolent à Namur. La parole est au collège, Madame Mouget. Oui, donc ce projet va se construire en deux phases, hein. Je réponds de manière assez brève et globalisée. Le projet en deux phases, ici, c'est de mémoire 112 ou 113 logements, peut-être est-ce 116, je ne sais plus, qui seront construits dans le cadre de la première phase. Dans le cadre de la deuxième, il y aura ouverture sur la rue de la Potresse. Donc, ce n'est qu'une question de timing et j'entends que on vous relate que le comité n'est pas entendu, mais il a été écouté effectivement et nous considérons au niveau de la ville et au niveau de l'ensemble des experts qui ont été consultés sur le dossier que les réponses apportées en termes de mobilité sont tout à fait satisfaisantes. Sinon, le dossier ne serait pas présenté au conseil communal ce soir, évidemment. Voilà, la parole est à nouveau au conseiller, Monsieur Bruyère. Et donc, il n'y a pas eu de réaction sur le fait que j'explique, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, que il n'y aura pas de logement public sur la première vague de 113 logements, mais c'est quand même ce que j'ai compris, il n'y a pas d'exigence. C'est ça? Enfin, J'ai omis cet élément et s'il n'y a pas de logement effectivement sur ce site, d'abord c'est parce qu'en fait le projet était dans les cartons ou sur la table en réflexion depuis de très nombreuses années, depuis 4 ans, en fait 4 ans et demi même, peut-être 5 ans déjà. Et à l'époque nous n'avions pas encore décidé collégialement que la charge d'urbanisme devait se porter uniquement sur la création de logements publics. Et donc à l'époque nous avions décidé qu'en charge d'urbanisme nous pourrions mettre à disposition des Namurois et des Namuroises une salle dandy escrime. Voilà, Monsieur Bruyère. Merci beaucoup de l'interaction. Par contre, par rapport à cette discussion de est-ce qu'on entend ou pas les préoccupations des citoyens, de mémoire, il y avait une grosse dizaine de réclamations slash protestations en 2023 et maintenant on a dépassé la soixantaine de réclamations dans le cadre de l'enquête de la seconde enquête publique. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un problème. Merci, Monsieur Bruyère. Votre vote sur le point 39. Contre, du coup, Madame la Présidente. Merci. Question, Madame Quinet. Moi, je reste constante. Je m'étais abstenue, je m'abstiens de nouveau. Monsieur Lemoine. Contre. Opposition du groupe Défi. Pour les autres groupes, pas de problème?
Merci. Nous en arrivons au point Madame lié à la Auger, régie Madame Auger. foncière. Oui, monsieur Semon. Le groupe socialiste s'abstiendra, d'autant que dans les études qui ont été faites précédemment, on ne tenait pas compte de toute la du trafic engendré par le nouveau quartier Matexi qui est juste à côté. Abstention du PS. Si on en prenait compte. Nous prenons note de votre abstention, monsieur Semoin. Il n'est pas encore terminé. Je passe au point 41 avec un accord de principe pour la vente d'un terrain à Malone. Ah, pardon, j'ai oublié le point 40, le budget 2024, une prise de connaissance de la décision de tutelle, c'est une approbation, excusez-moi. Donc, le point 41, la vente d'un terrain à Malone. On vous demande votre accord de principe. Oui, 182 mètres carrés. Non pour le PS. Si. Ah, pardon. Je disais 182 mètres carrés, on ne va pas faire du zèle. J'en arrive au transfert d'une parcelle au plateau de Bellevue. Pas de problème? Madame le Président. Oui. C'est un dossier sur lequel on s'est exprimé longuement lorsque Madame Mougène nous l'avait présenté. Et donc, je reviens sur la question du logement, qui a d'ailleurs retenu notre attention sur le point précédent. Est-ce que vous avez pu avancer sur la question de la mixité? Est-ce qu'il y a l'engagement logement qui est passé par là? Madame Mouget. Je pourrais vous dire oui et non. Pour paraphraser un humoriste namurois, le dialogue compétitif, vous le savez, hein, cette procédure particulière de marché public est toujours en cours. Nous n'avons pas encore franchi la phase de clôture. Et donc, rien n'a évidemment, au cours de ce processus, été modifié dans le cadre du cahier des charges qui avait été approuvé par le conseil communal. Donc, la question est bien au cœur aussi, évidemment, du projet et de l'ensemble des critères qui avaient été définis pour pouvoir permettre à ces entreprises de dialoguer autour de la durabilité de ce futur quartier. Monsieur Alors, Martin? conformément à notre vote, ce sera contre. Opposition du groupe PS pour les autres groupes? Le PTB, par exemple? Position aussi. Opposition du PTB pour Défi et les autres groupes, pas de problème? Madame, Oui? vous m'avez demandé mon vote. Merci beaucoup, mais je voulais juste un tout petit peu aussi intervenir. Mais c'est pas grave, je vois que le conseil va vite, tant mieux pour une part. Non, mais si vous avez une Mais, question posée, je vous en prie. Tout à fait. Encore une fois, donc on est déjà intervenu sur le dossier. Ici, on avait juste deux petites demandes. Si j'ai bien compris, est-ce que ce point sert effectivement à transformer un espace arboré en parking? Voilà, ça, c'est une première question. Si oui, c'est déjà pour nous en soi un motif pour voter contre. Est-ce que vous pouvez confirmer le pourcentage de logements publics que vous comptez y construire? Et une troisième chose, est-ce que vous confirmez qu'il y a bien une parcelle qui pourrait être une zone agricole et donc une zone où on pourrait permettre à des agriculteurs d'exploiter la terre? Voilà, c'est aussi notamment, enfin, je vais vous laisser d'abord répondre avant de répliquer, mais si c'est effectivement le cas, on a un petit doute, notamment maintenant dans le cadre de la lutte des agriculteurs, justement pour avoir plus de parcelles agricoles réellement au service de l'agriculture. Mais voilà, je vous laisse d'abord un peu réagir. Merci beaucoup. Si pour vos questions, Madame Mouget. Donc, pour répondre aux deux derniers points, Monsieur Bruyère, je vais vous renvoyer alors vers l'ensemble des débats. On a déjà eu ici, dans le cadre des différentes phases de validation que le conseil communal a déjà reçu en son sein. Et effectivement, ici, il s'agit d'un transfert de parcelles parce que dans le cadre de ce dialogue compétitif, donc cette procédure particulière, il est apparu opportun, effectivement, tel que stipulé dans la délibé, de prévoir un parking sur cette parcelle au bénéfice de l'ensemble des usagers du quartier. Donc, c'est aussi un peu pour relâcher la tension et travailler à l'équilibre de manière plus macro sur le plateau. Monsieur Bruyère. Merci beaucoup pour vos précisions et on votera effectivement contre.
Bien, donc opposition du groupe PTB et du groupe PS. Pour les autres groupes, pas de problème. J'arrive au point 43. Nous sommes aux abattoirs de Baumel, la démolition d'un cabanon et le transfert de la parcelle vers le domaine public. Pas de problème? Bien. 44 rue Bastin 19, la rénovation d'un immeuble. Je suppose qu'on ne peut que s'en féliciter, pas de problème. Monsieur Martin? Je féliciterai la régie foncière qui, en effet, rénove un immeuble. Euh, Peut-être, si vous le permettez, Madame la Présidente, sur ce projet-là et le projet 45, sur la fixation des loyers, est-ce que déjà sur la rénovation en question ici, il y a déjà une vue sur la revalorisation du loyer en question ou pas? Madame Mouget. Sur le projet de la rue Bastin? Non, pas à ce stade-ci, non. Accord donc de tous les groupes pour ce point 44. 45, je suis à la rue des Brasseurs, au numéro 107. Il y a des appartements et on fixe les loyers. Monsieur Bruyère. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons voter contre cette proposition de loyer. Et on est un peu interpellé, donc ça mériterait quand même un petit débat d'après nous, parce que voilà, on pense que très simplement, vu la crise du logement actuelle et le nombre de Namurois qui ne trouvent pas un logement à prix abordable, le fait que le public, donc le secteur public qui met effectivement des biens en location sur le territoire communal fournisse des biens aussi chers, ça nous pose un peu question. Donc j'ai rapidement été regarder moi-même. Encore tout à l'heure, d'après les stats officielles, ici on est à un peu moins de 100 euros au-dessus de la moyenne wallonne, la moyenne du secteur locatif privé pour les logements 11, 21, 31. En tout cas, le 11 et le 21, pardon. On est à 660 euros par mois pour un 45 mètres carrés, une chambre. C'est fou, en fait, comme prix. C'est fou. Et évidemment, ça, au lieu de lutter contre l'envolée des prix, on a même l'impression que ici, le public aide à lutter pour l'augmentation des prix, alors que j'avais quand même compris dans d'autres interventions précédentes que la philosophie de la régie était plutôt de d'habitude fixer les loyers 10% en dessous du marché. En tout cas, c'est ce qu'on nous a déjà rétorqué. Ici, manifestement, on est quand même largement au-dessus. Et voilà, donc ça me pose question. Peut-être que, voilà. Madame Mouget. J'entends, hein, Monsieur Bruyère, n'oublions pas de considérer qu'ici, il s'agit de logements qui ont été rénovés de manière très qualitative et que donc, d'un point de vue performance énergétique, on est évidemment à quelque chose qui est au-delà de ce qui peut être proposé aujourd'hui sur le marché locatif de manière générale. Et cette haute performance énergétique et l'ensemble des rénovations qui ont été apportées à ces logements et à le bâtiment dans son ensemble, en fait, vont avoir évidemment des répercussions positives sur les différentes factures d'énergie. Et donc, on peut dire que dans l'ensemble, on se tient à ce qui est pratiqué au niveau de la régie foncière, en sachant que nous ne sommes pas une société de logement public non plus, mais ça n'empêche que nous mettons à disposition des logements publics. Monsieur Bruyère. J'entends, mais ça ne change quand même globalement pas grand-chose sur le fait qu'on propose 45 mètres carrés, donc 6 mètres et demi sur 6 mètres et demi, plus ou moins, à 660 balles. Donc voilà, pour nous, ça c'est complètement fou. Et donc pour ça, évidemment, on va voter contre. Ouais. Position du groupe PTB, mais je cède la parole à Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on est les premiers à rappeler combien c'est important que la régie foncière puisse être un outil, comme d'ailleurs le président de CPS l'avait dit dans sa déclaration d'intention, un outil au service du développement, notamment de logements qui favorisait la mixité et justement l'accès au logement. Et donc, au niveau de la grille indicative, j'ai fait aussi l'exercice, donc naturellement qu'on peut souligner, tenant compte de votre propos sur le coefficient énergétique, parce que c'est pas un détail. Je le sais, et mon collègue Tanguy Oxpert le sait, dans certains logements sociaux d'il y a quelques années d'ici, la dépense énergétique était supérieure au loyer. Et quand je dis supérieure, c'était pas un détail.
Donc, je pense qu'il faut prendre en considération euh, euh, la globalité. Et donc, je pense ici, en effet, qu'il n'y a pas de surprise quand on a des logements qui atteignent des coefficients qui sont dignes de coefficients dont on a besoin aujourd'hui, du A et du B. Et donc, je pense que ici, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de continuer sur cette lancée-ci, le développer davantage, même si c'est un peu tard, puisqu'on arrive tout doucement au mois d'octobre. Hein. Mais en tout cas, on ne va pas aller à l'encontre de ce qu'on défend et ce qu'on dit depuis maintenant des mois, si pas des années, sur ce sujet-là. C'est pour ça que nous serons favorables au point. Merci, Monsieur Martin. Donc, je récapitule avec une opposition du groupe PTB et un accord pour les autres groupes politiques. Nous sommes toujours rue des Brasseurs au numéro 100-911 à l'arrière pour l'emplacement de parking. Ce sont les conditions de location. Pas de remarques? Merci. Au point 47, toujours rue des Brasseurs au numéro 182, cette fois les conditions de location pour un garage. Tout va bien, c'est oui pour tout le monde. Et nous terminons au point 48 avec la rue Bastin, des emplacements de parking avec les conditions de location. Toujours oui? Ah, Madame Jacquet, je vous en prie. Abstention pour le groupe PTB. Abstention du groupe PTB. Nous en arrivons au point inscrit à la demande des membres du Conseil. Et le premier point, c'est Monsieur Guillit qui va ouvrir le feu avec la Convention service citoyen. Quelles sont les initiatives namuroises? Je vous en prie, Monsieur Guillit. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, Madame la Présidente. En sa séance du 15 octobre 2019, le Conseil communal a marqué accord sur la signature de la charte Un service citoyen pour tous les jeunes, de la plateforme pour le service citoyen, ainsi que la convention de collaboration de la dite plateforme pour le service citoyen de niveau 2, réaliser son engagement citoyen, et de niveau 3, accueillir un jeune en service citoyen. C'est surtout ce niveau 3 qui m'intéresse au demeurant aujourd'hui. 250 € est également prévu au budget sous le libellé Action Volontariat, et ce montant est toujours inscrit, même s'il est maintenant de manière plus globale, pour la cotisation annuelle à cette plateforme. À l'époque, plusieurs services communaux avaient marqué leur intérêt sur cette collaboration. Était cité comme exemple la création d'un pool accueil dans les jeunes, composé entre autres de jeunes du service citoyen, dans les écoles, pardon, composées entre autres de jeunes du service citoyen. Pour rappel, un tout petit peu, puisque peu de gens connaissent vraiment cette opportunité, le service citoyen transmet aux jeunes de 18 à 25 ans l'envie de vivre en société et de participer à sa construction, notamment au service de la vie locale et des communes. Alors cet engagement est d'une durée de 6 mois afin de vivre une expérience valorisante, riche en apprentissage et de rencontres, et ce, de manière encadrée. Alors, ce service accueille des jeunes désirés de s'inscrire dans un projet de choix auprès de l'un des 1500 organismes évoluant dans les domaines des soins de santé, l'agriculture, la culture ou encore l'enseignement. Alors, plus de 3000 jeunes ont déjà réalisé un service citoyen en Belgique, ce qui est bien peu comparé à des expériences analogues en France, en Allemagne ou en Italie. Alors, les jeunes Belges sont pourtant tout autant intéressés, je pense, que les jeunes autres Européens, mais dans les autres pays, le service citoyen est institutionnalisé. Il n'a par contre pas encore de statut reconnu en Belgique. Alors, toutefois, des avancées existent pour développer ce service. En effet, lors du dernier conclave budgétaire, le gouvernement fédéral a prévu dès cette année, dès 2024, un financement structurel de 7,5 millions d'euros permettant à 893 jeunes d'effectuer chaque année un service citoyen. Alors, s'appuyant sur un avant-projet de loi qui instaurera prochainement ce dernier en Belgique, les jeunes pourront ainsi bénéficier d'un statut légal aussi symboliquement fort que juridiquement protecteur et d'une juste indemnité. Je pense que c'est donc prometteur. Alors, fort de notre engagement communal en octobre 2019, j'ai consulté le site de la ville pour toutefois constater l'absence de promotion de ce service, ce qui ne correspond pas, je veux dire, à la charte que nous avons signée. Et la consultation du site Internet du service citoyen ne m'a pas beaucoup plus rassuré sur notre engagement communal. En effet, je n'ai vu que fort peu de missions proposées par les autorités publiques, seulement dans les maisons de repos du CPS, le pôle muséal et le comité d'animation de la citadelle.
Alors, nous sommes, je pense, assez loin des engagements initiaux. Donc, j'en viens à mes questions qui portent sur quel est le nombre de jeunes, le nombre de missions ouvertes au sein des services communaux et apparentés que je n'aurais pas découvert sur le site Internet de la structure. Combien de jeunes avons-nous accueillis depuis octobre 2019, lorsque nous avons signé cette plateforme? Et l'échevinat de la jeunesse et de la participation envisage-t-il de relancer cette initiative? Voilà, d'avance, je vous remercie pour vos réponses. Si, Monsieur Guillit, c'est Madame Alu qui va vous répondre. Alors, chers conseillers, chères conseillères, Monsieur Guillit, d'abord, merci pour votre question. Et je reconnais qu'elle m'a permis d'apprendre sur ce service citoyen au sein de la commune. Comme vous l'avez mentionné, lors du conseil communal du 15 octobre 2019, la ville de Namur s'est engagée à soutenir la création d'un service citoyen accessible à tous les jeunes en signant la charte de soutien au service citoyen. Elle a également validé sa volonté de développer des missions d'accueil pour les jeunes au sein de ses services et projets communaux. La ville assume effectivement une cotisation annuelle afin d'être membre de la plateforme. La cellule de coordination de l'accueil temps libre de la ville, l'ATL, est chargée de promouvoir le service citoyen auprès des services communaux et paracommunaux, dont le CPAS et des ASBL communales. Cette cellule est également à disposition des services de la ville pour leur présenter le programme et répondre à leurs différentes questions. Une fois qu'un service est intéressé, une fiche projet décrivant les missions est rédigée et publiée sur la plateforme du service citoyen. Ensuite, le service gestion des carrières de la ville se charge de collecter les documents nécessaires et présente un projet de délibération au collège. Depuis 2021, la ville de Namur a conclu 6 conventions de volontariat au sein de ses services. La cellule ATL fait régulièrement la promotion du service citoyen auprès de ses nombreux opérateurs extrascolaires, environ 270, qui se situent sur le territoire communal, ce qui augmente les lieux d'accueil pour les jeunes pour le service citoyen. Comme vous l'avez fait remarquer, le gouvernement fédéral a prévu dès 2024 un financement structurel. Les jeunes pourront ainsi bénéficier d'un statut légal. Ce soutien historique va donc permettre au dispositif du service citoyen de pleinement déployer son potentiel afin d'en faire une véritable politique publique de mobilisation citoyenne. D'autant plus, la ville de Namur va continuer ses efforts pour soutenir et promouvoir ce service citoyen au sein de la commune afin de permettre à un maximum de jeunes de participer à cette expérience enrichissante. Merci, Madame Alu. Monsieur Guillit? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Leschwin. Merci pour vos différentes réponses à mes interrogations et sur les perspectives ouvertes prochainement aux jeunes désirés de s'investir au sein de nos services communaux. La méconnaissance n'est pas un mal en soi, mais ça a permis peut-être aujourd'hui de redynamiser et de relancer un peu ce projet. Et j'entends bien que la cellule ADL pourra, je veux dire, intervenir adéquatement auprès des services communaux, parce que, comme beaucoup, moi, je pense que nos services communaux sont porteurs de sens et peuvent de la sorte attirer les jeunes dans un cadre d'un service citoyen. Alors, j'avais réfléchi quel type de service pouvait être fort intéressant, mais bien sûr, il y a la cohésion sociale, le service des espaces verts, la cellule bien-être animal, le service éco-conseil, le service de la propriété publique, le service air, climat, énergie, les bibliothèques, les musées, nos écoles, le service jeunesse, le nid, le service des sports, et j'en oublie certainement, tous des services qui, à mon avis, pourraient intéresser toute une série de jeunes. Et je pense que l'ADL et le comité de direction pourraient peut-être réfléchir à ces ouvertures au sein des différents services pour accueillir ces jeunes. Voilà, je vous remercie. Merci aussi, Monsieur Guillit. Pour rappel, le point 49.2 est retiré, donc par Madame Grandchamp.
Les points 49.3, 49.4 et 49.5 traitent du même sujet, à savoir le quartier Léopold, et je vous propose donc de les aborder ensemble. Chaque auteur d'une question aura d'abord 5 minutes pour exposer son point de vue avant que le collège ne réponde. La parole est d'abord à Monsieur Lemoine pour le point 49.3, projet de centre commercial des commerçants namurois de plus en plus inquiets. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ces dernières semaines, j'ai eu des contacts accentués évidemment avec l'ACEN, l'Association des commerçants namurois, et force est de constater qu'ils sont très inquiets. Vous le savez, ils ont remis il n'y a pas très longtemps un mémorandum et en parallèle à l'enquête publique qui s'est réalisée concernant la nouvelle introduction de demande de permis par la société anonyme Côté Vert au sein du quartier Léopold. Et à mon sens, l'association des commerçants ne manque pas de bonne volonté. Je trouve que la critique est toujours facile envers des projets, on le voit même dans les enceintes politiques, mais il est plus compliqué d'être constructif. Et je trouve qu'à travers ce mémorandum, c'est ce qu'ils sont. Ils ne se contentent pas de critiques bêtes et vilaines, ils vous proposent des solutions qui, à leur sens, rendent plus viable ce centre commercial et ce quartier Léopold. Donc, ma première question est d'abord la suivante. Est-ce que vous en avez réellement pris connaissance? Est-ce que vous avez noté toutes les interpellations qui vous sont faites et les pistes de solutions qui vous sont proposées? Nous avons réalisé tous ensemble une visite à Gand il n'y a pas très longtemps. Si j'ai retenu un mot d'ordre, et je l'ai dit précédemment dans ce conseil et dans les autres, c'est la concertation. Des citoyens tirés au sort pour les grands changements de ville, qui allaient jusqu'à 800 citoyens tirés au sort pour leur demander leur avis. Et je pense qu'ici, c'est un changement majeur de notre ville, au même titre que l'est le piétonnier. Donc, il est essentiel de consulter, si pas les citoyens, au moins la vie économique namuroise, le pôle économique de notre commune, qui est évidemment d'une importance cruciale pour son développement. Alors, les constats de la CN, ils sont nombreux concernant ce centre commercial. Manque de liaison effective entre le centre-ville et les commerces existants, notamment sur la rue de Fer, risque de création de 2 pôles, voire 3 pôles distincts. C'est ma crainte aussi d'avoir un pôle touristique en bas de ville, un pôle commercial en haut de ville et un peu un OR entre les deux. Et une absence de complémentarité entre les zones commerciales qui sont plus réduites que dans les précédents projets. Et puis une lettre d'engagement du promoteur sans réellement des sanctions en cas de non-respect à ces manquements et des avantages évidemment qu'on va retrouver au sein de ce centre commercial qu'on ne retrouve pas si l'on va faire ses courses dans le centre-ville, la sécurité, la propreté et la résistance aux intempéries. Selon la CN, les modifications qui ont eu lieu dans ce projet, elles ne sont vraiment pas majeures et elles sont vraiment marginales. Il s'agit en fait d'à peu près du même centre commercial que celui qui a été proposé les deux dernières fois. Je l'ai dit devant cette assemblée aussi plusieurs fois, qu'est-ce que nous voulons tous ici unanimement, je n'en doute pas une seconde. Mais que ce projet réussisse, que le projet de cette ville réussisse et que cette ville se porte mieux économiquement. C'est un problème, c'est un réel problème. Les surfaces commerciales ferment dans le Haut-de-Ville. Nous voulons y remédier. Mais nous n'y remédierons pas en étant constamment dans la sanction et dans la non-écoute. Il nous faut emporter avec nous les commerçants et les citoyens. Et pour cela, il faut écouter et mettre en œuvre, ne pas faire fi des recommandations qui sont faites par un pôle économique essentiel dans notre commune. Moi, j'ai peur que demain, les faillites se multiplient à cause de ce centre commercial, pas parce qu'il existe, mais parce qu'on n'a pas assez écouté les conseils qui nous sont donnés par des acteurs de terrain qui sont tous les jours dans notre commune. Donc, notre volonté commune, c'est de bien travailler et de faire réussir ce projet. On peut le faire. Et il faut faire quelque chose pour ce Haut-de-Ville qui devient vraiment un endroit délétère. Mais il faut le faire avec écoute et concertation. Et si je suis inquiet pour nos commerçants, je suis inquiet aussi de la hauteur des aides qui vont leur être octroyées. Vous savez, à Gand, quand il y a eu la transition vers le piétonnier, les aides ont été conséquentes. Et surtout, la communication a été conséquente. Ils ne demandent pas monts et merveilles, nos commerçants. Ils demandent un dialogue politique de vérité. C'est ce que tous les citoyens nous demandent, c'est de dire qu'à un moment donné, il ne faut pas faire croire que tout ira bien. Les 4 ou 5 ans à venir, ça n'ira pas bien pour le commerce à Namur. Avec les travaux du piétonnier, avec les travaux du centre commercial, ça n'aidera pas. Donc, acte, informons tout le monde que ce sera le cas et disons qu'il faut leur venir en aide, communiquons à ce sujet et faisons comme à Gand, puisqu'il faut noter, ce n'est pas qu'une visite de principe, c'est une visite dans laquelle on apprend
il faut noter les conseils qui nous sont donnés et donc communiquer en faveur de nos commerçants pour dire qu'ils ont besoin de nous dans cette période qui va être compliquée. Et donc, est-ce que vous allez accentuer les aides financières à destination de nos commerçants? Est-ce que vous allez accentuer la communication pour venir en aide à nos commerçants et faire que ce projet réussisse sans avoir trop de blessures et trop de faillites dans les mois et les années à venir? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Lemoine. La parole est maintenant à Monsieur Bruyère pour ses questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais voilà, vous venez de valider, on l'a appris hier, le projet de la multinationale BSX de raser le parc Léopold et installer à la place un centre commercial. En tout cas, il y a un deuxième projet maintenant qui est discuté, qui vient d'être validé par le collège. Il inquiète encore pas mal les commerçants namurois, et on peut vraiment les comprendre. Parce que voilà, on est en pleine crise économique. La crise économique dans laquelle on est, elle a eu comme première conséquence d'affaiblir beaucoup le petit commerce namurois qui, pour certains d'entre eux, sont encore en train de payer des échelonnements de 2022 et 2023 de leurs factures d'énergie qui ont explosé. Et d'autre part, évidemment, c'est une crise qui, à l'heure actuelle, a touché le pouvoir d'achat des gens et donc est déjà en soi une situation difficile pour notre commerce parce qu'il y a juste moins de clients qui ont l'argent pour venir consommer dans notre centre-ville. Et la proposition ici, c'est d'installer juste à l'entrée du centre-ville un gigantesque centre commercial avec évidemment comme risque, ça c'est ce que une partie des commerçants pensent, et on peut vraiment les comprendre, un risque d'aspirer là-bas, juste à l'entrée de la ville, des habitants qui viennent de B, de Rhin, en tout cas pas du centre, qui vont venir en voiture au parking de ce nouveau centre commercial, vont y consommer, vont s'y alimenter et puis vont repartir. Donc voilà, vous avez répondu hier dans un communiqué qu'il va y avoir plutôt une complémentarité qu'une concurrence avec les commerces du centre-ville parce que on ne parle que d'alimentation, d'équipementiers de loisirs, d'équipementiers pour personnes. Mais si je ne me trompe pas, les trois secteurs, en tout cas cités dans le communiqué de presse, sont aussi présents au centre-ville, certainement l'alimentation. Donc, au moins pour ces secteurs-là, quelle est la réponse? Parce que manifestement, il y a quand même une concurrence qui risque d'exister et pas une compatibilité, voire pour d'autres secteurs qui pourraient aussi en être touchés. Ensuite, ça c'est l'autre raison pour laquelle on intervient aujourd'hui, c'est que l'insécurité dans la zone devient vraiment insupportable pour les gens. Donc, moi, je vais par là tous les jours en vélo. Je passe déposer mon gamin à la crèche et je viens le rechercher après boulot. Quelle que soit l'heure, le moment où je passe, il y a toujours des gens qui zonent. Ce parc n'est plus entretenu. Il y avait un café, il y avait des snacks, il y avait des magasins qui étaient là et petit à petit, l'un après l'autre, lentement mais sûrement, ils sont partis. Vous avez décidé que le parking qui était pour l'instant ne serait plus utilisé. Donc, plutôt que, par exemple, de le réhabiliter, il va être définitivement fermé. Ce parking a un accès en rez-de-chaussée. Il est sombre, il va être vide. Évidemment que ça va être un lieu facile pour de nouveaux trafics et de nouveaux problèmes et une nouvelle insécurité. J'ai toute une série de parents d'élèves qui me disent qu'ils passent plus par là avec leurs gamins. Il y a des gens voilà, qui sont là pour manifestement du trafic presque sous les yeux des gens, alors qu'il y a sous les yeux des passants, alors qu'il y a des centaines de jeunes qui passent par là tous les jours pour aller à l'école. Cette insécurité-là, elle devient vraiment insupportable pour tout le monde. Et là-dessus, on n'a pas de réponse. En tout cas, maintenant, le fait de nous dire, oui, mais il y aura un centre commercial, on va tout raser, ouais, ça fait 10 ans qu'on réfléchit à un centre commercial. Et qu'est-ce que vous répondez aux citoyens, aux parents, aux riverains, aux commerçants qui disent on a besoin d'une solution maintenant contre l'insécurité, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas on ne sait pas quand votre centre commercial arrivera peut-être. En tout cas, ça fait 10 ans que vous en parlez. Ici, il y a besoin d'une réponse à l'insécurité tout de suite. Parce qu'en plus, ce parc, il était beau. Enfin, c'était un beau parc jusqu'il y a encore les années 2010. Enfin, c'était pas il y a des années-lumière. Mais manifestement, à partir du moment où vous avez décidé que ce parc devrait être rasé pour y installer un centre commercial, il y a une volonté d'abandon manifeste, de pourrissement de la situation pour que ce parc ne ressemble à rien. Donc ça, c'est la situation. D'ailleurs, vous le dites vous-même.
ce parc était un poumon vert de la ville et ne l'est plus. Ouais, en filigrane, qu'est-ce que vous dites? On l'entretenait, on l'entretient plus. Et donc, alors qu'il y a des possibilités de le réhabiliter, il y a des propositions, notamment de la part de l'SBL Ramur, une association sensible aux questions écologiques, qui fait des propositions qui ne sont pas du tout écoutées. Il pourrait y avoir tout de suite des solutions, donc je ne le répète pas dans 5 ou 10 ans quand le parc arrivera, mais tout de suite pour le réhabiliter. Et par rapport à ça, pour le moment, il n'y a pas de réponse. Ça nous intéresserait un peu que vous nous disiez votre avis. Et dernière chose, je me suis permis d'imprimer ici les photos de Ramur. Vu de la citadelle et vu de Baumel, Désolée, manifestement, Monsieur Brière, ça va être un mur pour enlaidir le centre-ville. Et voilà, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Merci. On a bien compris l'essentiel de votre propos. Je passe la parole maintenant à Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. J'ai un peu même beaucoup, la totalité des réponses de ma question, mais vous me permettrez quand même d'émettre quelques propos qui sont en lien avec la question. Je ne voudrais pas faillir au règlement qui nous impose un point complémentaire et de se tenir au point complémentaire. Mais tout d'abord, de devoir regretter en effet que nous avons dû déposer un point complémentaire pour aborder ce dossier, de regretter également d'avoir appris par voie de presse hier l'avis favorable qui avait été remis par le collège sur un dossier, en effet, qui est un dossier majeur et pour lequel je pense l'ensemble des membres de ce conseil n'est pas moins représentatif que les citoyens qui ont participé aux ateliers de co-construction. Je pense en effet qu'il aurait été louable et même, j'ai envie de dire, préférable d'avoir aussi une demande envers les membres du conseil de bousculer leur agenda, puisque le collège l'a fait. Je pense que peut-être que les membres du conseil auraient été prêts aussi à bousculer leur agenda pour pouvoir se saisir d'un dossier majeur, parce que je pense que ce qui est important de souligner, c'est qu'on a aussi sans doute des éléments à apporter pour nourrir le dossier au vu de l'ensemble des revendications qui ont été déposées. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile pour nous de pouvoir statuer sur le fond, puisque nous n'avons pas connaissance de tout ça. Donc, on a appris par voie de presse votre positionnement, qui n'est pas rassurant pour l'ensemble, mais donc nous avons également noté, et le bourgmestre nous l'avait d'ailleurs dit en commission, qu'une deuxième séance de rattrapage, entre guillemets, sera prévue en avril. Mais on le sait, le Conseil devra se positionner sur la voirie, uniquement la voirie, même si les débats, en effet, reviendront, même si des compléments pourront être apportés. L'avis que le Collège remet aujourd'hui est quand même un avis important, puisque c'est le Collège qui se positionne par rapport à ce dossier. Donc, voilà, ne m'en veuillez pas sur la forme de pouvoir vous dire, en effet, que le membre du Conseil que je suis regrette de ne pas avoir pu participer à ce dossier activement en tant que tel. Pour le reste, nous avons en effet pris note des éléments qui ont pu argumenter le choix du collège. C'est difficile vraiment d'aller dans le fond des choses puisqu'on n'a pas participé à la séance du collège. On lit en effet la délibération et l'argumentaire. Plusieurs craintes. La crainte, c'est en effet de pouvoir rejoindre ce qui est exprimé par l'association des commerçants et les commerces qui, eux, ont en effet eu un contact avec les promoteurs. Donc, j'imagine qu'ils sont mieux renseignés que nous par rapport à l'échange qui a pu avoir lieu. Cela dit, apparemment, l'argumentaire qui est proposé ici ne les rassure pas puisque visiblement, l'argumentaire qui est repris dans le communiqué est l'argumentaire qui aura nourri la demande du permis en question. Donc, je pense en effet qu'il aurait été sans doute plus important de renforcer le caractère lourd de l'argumentaire plutôt que le caractère un peu faiblard. Je parle de privilégier, par exemple, la mixité de logement. Privilégier, ça ne veut pas dire... ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y aura de la complémentarité. La commission de relocalisation, elle existe, la création d'un organe de consultation, mais quid si jamais le complexe est vendu? Qu'est-ce qu'il en sera? Est-ce que ces engagements resteront toujours? On a moins aimé les etc. 3 petits points pour savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. On espère en effet que ce sera
un peu plus pointues. Et donc, ça, c'est la première inquiétude. Quid si le complexe devait être vendu? Sur la question des autres points d'intérêt, je vois que le temps avance, c'est la question du logement. Il faut soulever et souligner, en effet, qu'il y a une intention qui est faite sur la mixité. Et vous savez que la mixité est importante pour nous. Ce qui nous semble, par contre, un peu léger, c'est entamer un dialogue. On aimerait que ce soit un peu plus incisif qu'entamer un dialogue. On espère en effet qu'il y aura quelque chose derrière tout ça. Plusieurs points, mais il ne me restera pas beaucoup de temps pour le souligner, c'est la différence et les écarts majeurs qu'il y a entre le schéma de développement communal et le sol, l'emprise au sol en tant que tel, et puis toute une série d'éléments qui ne me permettent pas d'exposer ici dans cette introduction. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, le collège a maintenant 15 minutes pour répondre et le temps de parole va être partagé entre Madame Skaïka, Madame Mouget et Monsieur Prévost. Je vous en prie, Madame Skaïka. Vous avez donc 15 minutes au total. Merci, Madame la Présidente, et merci aux conseillers pour leurs expressions et pour le soutien qu'ils portent à l'Association des commerçants et aux craintes et questionnements légitimes des commerçants par rapport à un projet, effectivement, qui va permettre, à notre estime, de renforcer l'attractivité du centre-ville, permettre à de nouvelles enseignes d'être présentes et d'éviter, éviter l'évasion à la fois des clients, des chalands, mais également d'enseignes en dehors de notre centre-ville. Alors, c'est un dossier qui est venu à de nombreuses reprises à la une des médias, qui a fait l'objet aussi de débats au sein de notre conseil communal. Pour rappel, un premier projet, une première demande de permis qui était déposée au printemps 2023 et qui, suite à l'enquête publique et aussi essentiellement suite à l'avis de l'Observatoire du commerce qui était défavorable sur le projet, a eu comme conséquence que le demandeur, Besix, a donc retiré sa demande de permis. Alors, que s'est-il passé depuis ce moment de retrait de la première demande de permis? Il faut savoir que nous avons organisé de nombreuses rencontres avec les acteurs, les usagers de ce quartier, les usagers du centre-ville, avec les associations qui ont émis des réclamations dans le cadre de cette première enquête publique. Je pense essentiellement à l'Association des commerçants, accompagnée du syndicat neutre des indépendants ou de l'UCM, également du GRAC pour le côté mobilité active et vélo, mais également du comité de quartier de Baumel. Également d'autres acteurs, d'autres services, tant de la ville que de la Wallonie, ont pu être rencontrés. L'Observatoire du commerce lui-même, avec l'ensemble de ses membres, et également le fonctionnaire des implantations commerciales, ce qui a permis à Besix de cheminer et de proposer un projet remanié fin de l'année 2023 avec une nouvelle enquête publique qui a donc eu lieu entre le 16 janvier et le 14 février. Projet remanié sur différents éléments, vous le savez, un nombre moindre de logements, ce qui signifie la diminution d'un étage côté chemin de fer, côté Baumel, la réduction du nombre de cellules commerciales avec la fusion de certaines de ces cellules pour qu'elles soient plus grandes, avec une meilleure perméabilité, porosité entre la partie commerciale et la rue de Fer, avec aussi un aménagement en totale cohérence au niveau des espaces publics avec les aménagements qui sont réalisés ou qui ont déjà été réalisés au niveau de la place Léopold ou l'avenue de la Gare et la place de la Station. Alors, nouvelle enquête publique a donc été organisée, qui a donné lieu à plus ou moins 480 réclamations de citoyens namurois ou de citoyens non namurois, habitant très loin de Namur, qui tout à coup ont une envie de donner leur avis sur ce site et également des avis de différentes associations. Par correction, par rapport à ces citoyens et par rapport à ces associations, le collège communal a effectivement souhaité se réunir et rendre son avis dans un calendrier qui n'est pas celui des séances du collège communal pour nous permettre et permettre aux services de nous présenter l'ensemble des réclamations déposées sur ce projet et que nous puissions y apporter une première réponse.
Alors, Monsieur Martin, c'est effectivement une première réponse. C'est un avis que le collège communal devait remettre dans le cadre de délai de procédure, 19 décembre, 19 février. C'est pour cela que nous avons attendu la fin de l'enquête publique et c'est un premier avis, c'est une première synthèse aussi des réclamations, c'est des premières réponses à ces réclamations. Mais comme vous le savez, le dossier reviendra sur la table du conseil communal, a priori au mois d'avril, pour les questions de voirie, mais comme à chaque fois que nous avons des dossiers importants qui concernent la voirie, il y a un débat qui se passe au conseil communal. Preuve en est encore le dossier aujourd'hui dont nous avons parlé il y a quelques minutes sur le dossier de la Sablière à Bouges. Donc bien sûr, il y aura un débat qui pourra avoir lieu formellement en avril avec un avis du collège et du conseil communal sur ce dossier. Il y aura une présentation qui sera effectuée en commission au préalable pour que chacun et chacune puisse avoir l'ensemble des informations. Alors ce projet, il a effectivement évolué. On est tous conscients et nous sommes tous motivés pour dire qu'effectivement ce projet a avancé dans le bon, puisque ce projet, au départ uniquement commercial, répond davantage aujourd'hui, répond complètement aux besoins d'un centre-ville, puisque c'est un projet multifonctionnel avec des logements, des bureaux, des commerces. Qu'avons-nous besoin dans un centre-ville? Bien sûr, du commerce, avec nos commerçants indépendants qui sont déjà là. Mais aussi, on a besoin d'habitants, qui vont vivre et qui vont consommer dans le centre-ville, dans les nouveaux commerces, mais bien sûr aussi dans le centre commercial assez ouvert. Nous avons besoin de travailleurs aussi. Nous avons besoin de travailleurs qui vont aussi consommer dans les commerces et dans les horecas du centre-ville. Ce sont les éléments essentiels pour que un centre-ville soit un centre-ville plein de vitalité et d'attractivité. Et en ce sens, le projet tel qu'il a évolué répond aux besoins d'un centre-ville et répond aux besoins de Namur, de notre centre-ville. Ce projet a donc été modifié à la fois dans sa programmation et également dans sa conception. Alors, par rapport aux autres éléments qui, effectivement, forgent l'opinion favorable du collège communal, je laisserai à mes collègues, notamment Mme Mouget, revenir sur la question des espaces verts, mais il est en tout cas totalement faux d'affirmer que ce lieu n'est ni entretenu ni nettoyé. C'est totalement faux tant de la part des services de Mme de Borsu que de la part de Mme Mouget. Mais aujourd'hui, il faut effectivement être conscient, chacun et chacune, que ce n'est plus un lieu où on a envie de se promener, de flâner ou de se poser. Il faut un autre projet davantage attractif en termes d'espace public et en termes d'espace vert à pouvoir offrir aux Namurois, aux Namuroises, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient plus âgés, comme M. Brouillère les a évoqués tout à l'heure. Et rappelons aussi l'ensemble des projets de végétalisation du centre-ville qui sont en cours ou qui vont être réalisés dans les prochains mois et les prochaines années, notamment le projet de végétalisation dans le futur piétonnier. La question des gabarits, la question de l'architecture, bien sûr, on peut tous avoir un avis sur une architecture. J'aime, j'aime pas. Je pense qu'il faut dépasser clairement ces éléments. Il faut aussi être bien conscient qu'on est ici en plein cœur de ville, à côté de la gare, le long de chemin de fer. Où densifie-t-on dans les villes? Partout en Belgique, en Europe et dans le monde, c'est à côté des gares, à côté des chemins de fer. C'est là les endroits où on densifie, où on a des immeubles qui sont plus hauts, où les gabarits sont plus importants. C'est ce qui se fait depuis plusieurs années aux alentours de la gare avec les projets qu'on appelle aussi la courgette ou la frite. Par ailleurs, donc tous ces projets le long à la fois du boulevard Cauchy, la place de la Station, le boulevard Mélo, pour aller jusqu'au pont de Vie. C'est toute une skyline effectivement nouvelle de centre-ville, mais skyline qui correspond à ces ambitions de pouvoir densifier les cœurs de ville à proximité des lieux de mobilité durable que sont notamment les transports en commun, avec bien sûr la mobilité active qui doit être renforcée. Donc, au niveau de ces différents gabarits, c'est tout à fait correct et cohérent par rapport à un cœur de ville. Il faut aussi rappeler que ce projet a été développé comme un vrai projet d'architecture avec 4 façades qui sont travaillées, qui sont animées. Nous avons côté chemin de fer les logements. Donc, nous avons là une vraie façade qui est animée tant au niveau de son aspect architectural, mais qui sera aussi animée tout au long de la journée et tout au long des jours de la semaine, et donc qui offre une vraie architecture au niveau de ce bâtiment. Alors, d'autres éléments, bien sûr, à devoir évoquer avec vous. La question du CA, qui n'a pas été évoquée ce soir, mais c'est aussi un élément important. Tout à coup, le CA et même le parking Léopold sont devenus des œuvres architecturales à devoir
défendre la 8e merveille du monde. Et donc, la ministre de Buë a pu à nouveau affirmer que ce bâtiment ne devait pas être classé en tout cas dans ce processus tel qu'il était élaboré, que tout à coup certains, parce qu'un projet venait à éclore, qu'il fallait que ce bâtiment soit classé. Une étude scientifique a été réalisée qui prouve bien que ce bâtiment ne doit pas l'être. La question du commerce, Monsieur Lemoine, alors est-ce que la ville n'est pas en contact avec l'association des commerçants? Je pense qu'il n'y a pas un jour de la semaine où je ne suis pas en contact avec l'association des commerçants et son président. Que ce soit pour le projet de pôle multifonctionnel, que ce soit pour le projet de piétonisation, que ce soit pour les projets de communication, d'animation, de promotion du commerce du centre-ville. Les réunions sont nombreuses, elles sont constructives, elles apportent du concret, des projets à mettre en place. Alors oui, il y a la concertation, la communication avec l'association des commerçants et avec les commerçants. J'étais présente à cette réunion de la CN avec Besix. Ils avaient aussi, on a fait cette réunion, contrairement à d'autres moments, au sein de la faculté d'économie avec le doyen de la faculté d'économie qui était présent. Nous avions organisé une rencontre avec monsieur le bourgmestre dans son bureau il y a quelques mois où ce doyen avait effectivement de fortes craintes par rapport au projet qui était déposé au printemps 2023. Il a, lors de cette réunion, eu des mots très rassurants et a dit aux commerçants, c'est vraiment une chance pour vous d'avoir ce projet à la sortie de la gare, à la porte de la rue de Fer. Vous devez maintenant prendre ce projet comme une opportunité et comme un point positif pour vous. Donc, je pense que ces propos, en tout cas, ont pu être rassurants aussi pour les commerçants dans le cadre de ce projet. Je vois que le temps avance, mais donc je rappelle aussi que l'Observatoire du commerce avait donné un devoir à la ville suite à la première enquête publique, notamment de pouvoir mettre en place des mesures en matière de sécurité, de propreté et d'attractivité qui ont pu être présentées devant l'Observatoire, qui a aussi reconnu que les devoirs de la ville étaient rencontrés. Donc, c'est à la fois les modifications portées par le demandeur de permis que par le plan sécurité, propreté, attractivité que nous avons présenté auprès du Conseil communal, que l'Observatoire a dès lors remis un avis favorable, sans réserve, par rapport au projet tel qu'il est présenté aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, les craintes des commerçants, je les entends, je les comprends, il faut travailler avec eux, continuer cette concertation, cette écoute et ce dialogue avec eux, mettre en place des projets de promotion, d'animation du commerce de Namur, de Namur Destination Shopping. Vous le savez, il y a des budgets conséquents qui ont été débloqués pour cela depuis de nombreuses années. Ils ont été renforcés, ils sont renforcés à ce budget 2024, notamment par rapport à ce projet et par rapport à la question de l'extension du piétonnier. Donc, dire qu'il n'y a pas de concertation avec les commerçants, c'est totalement faux. Je comprends leurs craintes, elles sont légitimes, il faut pouvoir y répondre et donner des solutions et des réponses, mais il ne faut pas dire en tout cas qu'il n'y a pas de concertation avec les commerçants. Je vais laisser pour quelques minutes à mes collègues, je suis désolée d'avoir pris un grand moment. Bien brièvement, Monsieur Bruyère, évidemment, je ne partage pas votre point de vue qui est peu respectueux de mon point de vue de nos agents communaux, de leur travail. Mais je prends néanmoins quelques secondes pour pouvoir vous répondre en ce qui concerne la gestion par le service nature et espace vert. Donc, le département cadre de vie au sein duquel se trouve la propriété publique et le service espace vert ne ménage pas ses efforts pour garder propre et accueillante cette zone, malgré ce que vous pouvez en penser ou en dire, parce que on a des équipes qui passent très régulièrement entretenir et prendre soin de ces deux volets, de ces deux dimensions. Il faut savoir que chaque saison, et ce depuis de nombreuses années, et jusqu'au début effectif des travaux, il y aura bien une tournante pour organiser les tontes de pelouse devant le CA et les deux îlots en face, à minima une fois par mois, et plus en fonction des conditions climatiques. Et c'est donc la cellule spécifique qui organisait des tournées régulières dans le centre-ville qui en est chargée, qui en sera encore chargée. On continuera de gérer de la même manière les arbustes qui seront maintenus dans un gabarit qui permet aussi de pouvoir maintenir une surveillance des lieux comme discuté avec la police. Nous continuerons à souffler les feuilles dans les massifs d'arbustes à l'automne. Nous continuerons aussi la surveillance régulière de l'état sanitaire des arbres comme dans tous les lieux publics en sachant que ces arbres sont en dépérissement sévère. Les services vous diront, j'en suis sûre, que chaque espace a ses spécificités, mais en l'occurrence, en ce qui concerne le square Léopold, il est densément arboré d'arbres de taille importante et que
En dessous de ceci, il est difficile de faire pousser de la pelouse, voilà, ou de tenir proprement à jour l'engazonnement. C'est la spécificité de ce type de square. Et alors, sans surenchérir sur ce qui a été dit et ce qui sera probablement encore évoqué par le bourgmestre, à aucun moment les services communaux et a fortiori les collèges successifs n'ont laissé tomber cet espace qui a fait l'objet de plusieurs et de nombreuses interventions de la part des services. Merci, Madame Léchine. Monsieur Martin, je comprends votre frustration ou contrariété de ne pas avoir été associé au débat. Moi-même, comme député, il m'arrive régulièrement de regretter de ne pas être en action comme ministre. Mais les gouvernements et les exécutifs ont leurs prérogatives et en l'occurrence, remettre l'avis dans le cadre de cette enquête publique relevait du collège communal et pas du conseil. Deux, Monsieur Bruyère, nous n'avons pas décidé de fermer le parking, contrairement à l'aberration que vous avez proférée tout à l'heure. Le parking a lui-même décidé, puisqu'il est privé, de terminer son exploitation, vu les difficultés qu'il avait à le remplir et les problèmes qu'il rencontrait. Par contre, nous avons imposé que les entrées soient murées, que le lieu soit sécurisé, parce que sinon, il était perpétuellement squatté. Et effectivement, ce n'est pas la vocation du lieu. On ne peut pas en même temps dénoncer l'insécurité de l'espace et puis presque regretter de ne pas le laisser se faire squatter. S'agissant d'insécurité, tout doit être mobilisé. Les hommes qu'on engage, la technologie, vous savez, ces fameuses caméras de sécurité que vous refusez de voter à chaque fois. Et donc, on ne peut pas s'émouvoir de l'insécurité quand on ne contribue pas à permettre qu'elle soit garantie. Fais l'effort. La parole est maintenant rendue au conseiller dans l'ordre, Monsieur Lemoine, 2 minutes, puis Monsieur Bruyère, 2 minutes, et enfin Monsieur Martin, 2 minutes. Je vous en prie, Monsieur Lemoine. Madame Léchine, Scalquin, je ne dis pas que vous ne concertez pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit du tout dans mon intervention. J'ai dit qu'il fallait continuer justement cette concertation, que c'était positif, mais qu'il fallait surtout entendre les préoccupations, les mettre en application. Et vous savez, si certains n'ont pas le monopole du cœur, vous n'avez pas le monopole de l'écoute des commerçants. Moi aussi, je suis avec eux souvent le week-end pour écouter leurs préoccupations, justement. Je dis juste qu'à vous écouter parfois, on a l'impression que tout va bien. Mais si tout allait bien, il n'y aurait pas de mémorandum de la part des commerçants namurois et ils nous diraient qu'ils votent pour ce centre commercial parce qu'il est extraordinaire et que c'est une grande chance pour eux. Force est de constater que moi, j'ai devant moi un mémorandum qui me dit en 4 ou 5 pages qu'il y a une série de problèmes qui sont encore posés et qu'ils vous soumettent. C'est ce que je transmets ici. Je me fais le porte-parole de citoyens namurois, c'est le rôle d'un conseiller communal, qui sont inquiets par des projets qui sont portés par l'exécutif. C'est le rôle du législatif, enfin du conseil communal. Donc voilà, je vous rapporte juste que toutes les préoccupations ne sont pas remplies à l'heure actuelle, qu'il est essentiel de continuer à écouter, de continuer à concerter, et que cette concertation doit être peut-être élargie aussi à des citoyens namurois, comme ça a été le cas à Gand dans des projets d'ampleur. Voilà. Merci, Monsieur Lemoine. Monsieur Bruyère. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos réponses. Je suis quand même pas le seul à dire que c'est pas un endroit, ce n'est plus un endroit agréable à vivre. Donc, au-delà évidemment de tous les Namurois qui en parlent, vous le dites vous-même. Vous dites vous-même, hein, parce que quelqu'un vient de le dire il y a 5 minutes, ce n'est plus un endroit agréable à vivre. Vous le dites en filigrane dans votre communiqué d'hier, ce n'est plus un poumon vert. Donc, venir dire maintenant, non, mais c'est un endroit génial, on fait ce qu'on peut, et ne venez pas dire que les travailleurs font mal leur boulot. Je n'ai jamais dit que les travailleurs faisaient mal leur boulot. Donc, arrêtez d'utiliser le personnel communal comme bouclier de vos propres décisions. Ce que nous critiquons, ce sont vos choix politiques, Madame Léchevin. Ce qu'on critique, c'est que ce parc, il y a 10 ans, ressemblait à quelque chose et maintenant ressemble à plus rien. Et vous dites quoi? C'est la faute à pas de chance. Si c'est pas vous, alors que vous êtes aux commandes, c'est effectivement pas la faute des travailleurs. C'est la faute du choix que manifestement vous faites de ne pas le réhabiliter, de même le laisser pourrir pour que ce soit un endroit où plus personne ne veuille venir et où du coup, la seule solution semble une solution de brutalité, de on rase tout, on fait autre chose. Et ce que nous disons, c'est que même si ça arrive, donc on va continuer à s'opposer à ce projet qui menace le commerce local, et vous n'avez pas du tout répondu à ça, et un projet anti-écologique, puisque je rappelle quand même que raser des arbres à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une aberration complète. Certainement, quand pour compenser ça, on va dépenser 8 millions d'euros au moins sur un autre site où il y a plein de pollution et plein d'amiante. Donc,
dans ce cadre-là, ce que nous critiquons, ce sont vos choix de pourrissement. Et donc, oui, effectivement, vous avez très bien compris ce que je voulais dire, Monsieur Prévost. Quand je dis que vous le faites fermer, ce n'est pas votre décision puisqu'il est privé, mais vous le faites murer. Et qu'on soit clair, plus ce qu'on constate maintenant, c'est que plus on fait des pas en avant vers la désertification du lieu, plus ça va être la porte ouverte vers le squat quand même. Donc, vous dites que vous allez empêcher le squat comme ça. Je ne pense pas du tout. En plus, c'est un rez-de-chaussée. Donc, vos barrières mobiles, tout le monde va pouvoir les passer en 2 secondes. Donc, ça va être une porte ouverte en plus au trafic. Et dernière chose sur les caméras, contre, parce que ça ne sert à rien. Vos caméras, elles ne servent à rien pour lutter contre l'insécurité. Par contre, on a voté tout vos budgets pour avoir du personnel, donc des gens. Plus ce qu'on dépense, c'est des gens. Et là-dessus, c'est malhonnête de dire qu'on ne soutient pas la sécurité à Namur. Parce que C'est maintenant il y a plus de caméras maintenant à Namur. qui va avoir la parole. Un peu de sérénité, merci. Tout d'abord, je voulais saluer la prouesse de M. le bourgmestre qui, en 1 minute, a pu tenir son argumentaire sur un dossier aussi important. Donc, je pense que c'est remarqué. Attendez, parce que vous êtes en train d'utiliser mon temps de parole. M. le bourgmestre, juste vous dire en effet que je peux vous rejoindre sur votre rôle de député. Je voudrais juste quand même plus sérieusement dire que sur des grandes questions comme le piétonnier, sur la modification du marché, etc., on a pu avoir des commissions, des discussions et des débats sereins. On a pu démontrer combien on pouvait être constructif et apporter des éléments majeurs. Et Mme Skelkin confirme le non-verbal sur, par exemple, l'évolution que les dossiers ont pu avoir sur le développement par exemple, du système logistique dont on avait parlé. Donc, on a pu, à un moment donné, aussi apporter son lot constructif. Alors, ne venez pas nous reprocher aujourd'hui d'être demandeur de participer au débat si vous voulez qu'on puisse, à un moment donné, aussi argumenter, apporter aussi notre point de vue par rapport à un dossier aussi important et majeur que celui-là. Donc, ce n'est pas juste une attaque sur la forme, c'est juste un souhait et pas une frustration, c'est juste un constat. Et donc, je voulais me faire comprendre parce que, en effet, l'insécurité est importante, qu'une modification de ce lieu doit intervenir. Et donc, nous sommes les premiers à le dire. Et donc, nous voulons participer, nous voulons peser, pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, en étant considérés, en pouvant nous aussi compter, comme les commerçants ont pu l'avoir, sur l'expertise, les positionnements des uns et des autres pour faire évoluer le projet, parce qu'il a certes évolué, mais aujourd'hui, à la lecture de votre argumentaire, on n'en est pas convaincu parce qu'on n'a pas tous les éléments et donc c'est difficile pour nous de pouvoir statuer sur ce qui est proposé aujourd'hui et de confirmer votre avis favorable. C'est ce que je voulais dire et donc merci en tout cas pour votre attention. Merci aussi, Monsieur Martin. Vous avez réussi à tenir le coup de 2 minutes, pas plus. Voilà, qui clôture ce débat, du moins provisoirement, sur le quartier Léopold. Et j'en viens maintenant aux questions orales d'actualité en fonction de notre règlement d'ordre intérieur, de l'article 94 plus précisément. Y a-t-il des questions d'actualité? Monsieur Bruyère. Je me permets, Madame la Présidente. J'ai constaté jeudi, donc le lendemain de la date limite pour déposer des points au Conseil, la fermeture définitive de la Belfius sur la place d'Armes, remplacé, il est placé sur l'écriteau que le but c'est de le remplacer par un distributeur bateau-pain. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez été associé en tant que collège dirigeant la ville de Namur, parce que ça commence à faire beaucoup d'endroits où les banques petit à petit suppriment des distributeurs et donc suppriment l'accès direct au cash pour les citoyens. Et on vient de discuter de l'attraction de la ville et de l'aide au commerce. Voilà, le fait qu'il y ait de moins en moins de distributeurs au centre-ville, ça pose quand même une certaine question. Est-ce que vous avez été mis dans la boucle des discussions avec Belfius? Est-ce que, quand on dit que ça sera remplacé par Batapin, est-ce qu'ils veulent juste se protéger en disant qu'il parle de celui de la gare? Est-ce qu'il y en aura un nouveau? Voilà, je ne sais pas si... Merci, Monsieur Bruyère. Monsieur Prévost. Oui, je vais être très rapide puisque les discussions par rapport à Bateau-Pain ont été menées par Madame Skelkin. Et en l'occurrence, c'est un bateau-pain qui doit être additionnel, qui aurait vocation à s'installer à cet endroit. Non, nous n'avons pas été avisés parce que la banque est juridiquement parlant un commerce comme un autre et donc ils décident librement d'ouvrir ou de fermer. Donc ils n'ont pas d'autorisation à recevoir de la ville pour fermer, ni particulièrement pour ouvrir, pour peu qu'ils respectent les enjeux
du prescrit urbanistique. Et donc, on peut que regretter cette fermeture de services. Je n'en suis pas nécessairement surpris, dans la mesure où les services directs aux guichets et aux clients se sont amoindris et que les différents distributeurs qui étaient là offraient aussi un sas dans lequel la cohabitation avec un public plus marginal devenait de plus en plus compliquée. Alors, on est dans un processus global de fermeture des agences, un processus qu'on peut regretter parce que quand on ajoute dans une certaine mesure la raréfaction d'autres types de services au public, comme les gares, les bureaux de poste, les agences elles-mêmes, la proximité de la médecine, on a des zones qui commencent à se désertifier de manière particulièrement inquiétante et c'est un bon ferment pour la contestation et la révolte et c'est jamais bon signe pour la cohésion sociale. Alors, on n'est pas à Namur encore dans la situation que connaissent d'autres zones plus rurales, mais c'est effectivement une désertification bancaire progressive et programmée, qui ne vise d'ailleurs pas que Belfius, mais d'autres enseignes aussi, qu'on ne peut que regretter. Mais en la circonstance, on n'a pas de levier pour les contraintes de rester ou pas. Et donc, on en arrivera peut-être, par dépit, à au moins se réjouir qu'il y ait toujours des distributeurs bateaux-pains qui, au moins, remplacent le bâtiment. Monsieur Bruyère, vous avez 1 minute. Oui, très rapidement, merci beaucoup de votre réponse, monsieur le bourgmestre. Je m'y attendais effectivement, puisque juridiquement, la banque, entre guillemets, fait ce qu'elle veut. Et en soi, c'est bien dommage, mais puisque c'est un service à la population fondamental. Voilà, dont acte. Et l'idéal, ça serait que les partis politiques qui aujourd'hui dénoncent ça, en tout cas dans leur propre précaré, dans leur propre ville, poussent pour que dans leurs propres états-majors, ça soit un sujet à aborder dans leur propre programme aux élections et que si ici il y a une majorité, alors qu'il y a une majorité dans les divers parlements pour insister pour que les banques jouent vraiment leur rôle de service au public, notamment dans l'accès à l'argent liquide. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Bruyère. Y a-t-il d'autres questions orales d'actualité? Non. Dans ce cas, je clôture la séance publique du Conseil communal. Je vous remercie. Merci surtout à notre public et belle soirée à lui.